En l'an 1609, au Pays Basque, un conflit local tourne aux accusations de sorcellerie. Henri IV, roi de France, décide de rétablir l'ordre aux confins du royaume. Il envoie sur place une commission pour juger les sorciers et sorcières. Le procès dure 4 mois. Pierre de l'Ancre, magistrat au Parlement de Bordeaux, arrête, juge et condamne 80 personnes au bûcher. C'est l'épisode de chasse aux sorcières le plus meurtrier en France. Aujourd'hui, les historiens enquêtent pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Ils se replongent dans les archives de l'époque, à la recherche de documents inédits. Ils remontent aux origines de la figure de la sorcière. Ces femmes, accusées de se retrouver la nuit pour célébrer le diable et copuler avec les démons lors d'une fête satanique, le sabbat. Du XVe au XVIIe siècle, à travers toute l'Europe, entre 40 et 60 000 personnes sont condamnées pour sorcellerie. Un cycle de violence inouï, dont 80% des victimes étaient des femmes. Comment expliquer aujourd'hui un tel massacre? Cette enquête de terrain sur les traces des sorcières du Pays Basque révèle les rouages cachés de ce terrible épisode de l'histoire européenne. Nous sommes au début du XVIIe siècle, au Pays Basque, dans la province frontalière du Labourd. Ce territoire sauvage, entre mer et montagne, est peu fertile. Et c'est l'océan qui fournit aux populations de quoi subsister. Chaque année, les hommes s'enrôlent 6 mois sur des bateaux pour aller pêcher la morue en Terre-Neuve, de l'autre côté de l'océan. Depuis peu, la fin de la guerre avec l'Espagne voisine offre aux populations un précieux répit. Mais en 1605, un conflit éclate. Les bourgeois de Saint-Jean-de-Luz et le seigneur du Rugne se disputent les revenus du port de Cibourg qui vient de se créer. Rapidement, le conflit dégénère et les deux clans s'accusent mutuellement de sorcellerie. Les nobles font remonter l'affaire aux oreilles du roi Henri IV en personne. Il leur répond dans une lettre conservée aux archives de Bordeaux. Nos chers et bien-aimés les manants et habitants de notre pays de Labourd nous ont fait dire et remontrer que depuis 4 ans en ça, il s'est trouvé dans le dit pays un si grand nombre de sorciers et sorcières qu'il en est quasi infecté en tous endroits. Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Henri IV, lorsqu'il écrit ces lettres, en fait, il répond aux demandes de communautés qui sont dans une zone tampon. C'est une zone frontière. Situé entre l'Espagne catholique et la Basse-Navarre protestante, le Labourd a été au cœur du conflit qui oppose la France à l'Espagne, mais aussi des guerres de religion, auxquelles le roi a mis un terme en signant l'édit de Nantes. Quand cette affaire de sorcellerie au Pays Basque arrive, on est 10 ans après l'édit de Nantes de 1598. La même année, la guerre avec l'Espagne est terminée. Donc les choses sont relativement calmes. Ce Pays Basque-là doit fournir 1000 hommes d'armes en cas d'incursion espagnole. Donc s'il se met à dos
les communautés. S'il ne répond pas à leurs requêtes, le pays risque de ne pas répondre en cas d'invasion espagnole. C'est pour cette raison qu'Henri IV décide d'envoyer sur place 2 juges du Parlement de Bordeaux. Lettre patente du roi Henri IV portant commission à messieurs d'Espegné, président, et Delancre, conseiller à la cour de Parlement de Bordeaux, pour aller au pays de Labour, faire le procès aux sourciers et sourcières, jusqu'à jugement définitif de condamnation à mort et exécution d'Issel inclusivement. C'est ainsi que démarre en 1609 la dernière grande chasse aux sorcières françaises ordonnée par le roi. Son histoire serait sans doute restée méconnue si l'un des 2 juges, Pierre de Lancre, n'avait pas écrit un livre pour raconter sa mission au Pays basque. Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, où il est amplement traité des sorciers et de la sorcellerie. Nicole Jacques Lefebvre s'est intéressée à l'œuvre complexe du juge Pierre de Lancre. C'est un magistrat qui va raconter sa croisade contre les sorcières. C'est un texte à la fois très beau dans son écriture et terrifiant dans ce qu'il raconte. C'est un texte à la fois séduisant et, je dirais presque répulsif. Dès les premières pages, Pierre de Lancre se lance dans un récit de voyage. Pierre de Lancre va raconter comment lui-même découvre cette terre du Labour comme une terre étrange, inconnue, pleine de mystères, pleine de particularités qu'il va analyser presque en ethnologue. Il faut savoir, dit-il, que c'est un pays de montagne, la lisière de 3 royaumes, France, Navarre et Espagne. Le mélange de 3 langues, français, basque, espagnol. Toutes ces diversités donnent à Satan de merveilleuses commodités pour faire en ce lieu ses assemblées et ses sabbats. Quand Pierre de Lancre arrive au Labour, les hommes sont partis en mer. Et c'est une terre peuplée de femmes libres et indépendantes qu'il découvre. Les femmes sont seules 6 mois de l'année. C'est-à-dire qu'elles vont prendre en quelque sorte le pouvoir local. C'est elles qui vont assumer toutes les tâches que les hommes assument habituellement. Pierre de Lancre ne parle pas basque. Et chacun des détails qu'il va découvrir sont particulièrement signifiants. La façon dont les femmes s'habillent. L'habit des femmes et des filles, même leur coiffure semble impudique. Les divertissements, elles vont danser, par exemple, beaucoup, de jour, de nuit. Elles aiment les veillées et la danse, aussi bien de nuit que de jour, et non la danse reposée, grave, mais découpée et turbulente, celle qui tourmente et agite le corps. On mange beaucoup de pommes au Labour. Et donc, de Lancre va dire que cette pomme est le symbole de leur curiosité insatiable qui va les emmener vers la sorcellerie. Ce sont des Èves qui séduisent volontiers les enfants d'Adam. Et nues par la tête, vivant parmi les montagnes en toute liberté, elles prêtent l'oreille à tous les serpents qui les veulent séduire, si bien qu'elles deviennent sorcières, endiablées. Au lieu de considérer qu'elles ont simplement un autre mode de vie que le sien, il va considérer que tout dans ce mode de vie est diabolique. Pour Pierre de Lancre, il n'y a aucun doute. Toutes les femmes du Labour sont potentiellement des sorcières. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, tout le monde croit en la réalité de la sorcellerie. C'est-à-dire que depuis un siècle et demi, il y a une véritable culture qui s'est instaurée.
Et tout le monde partage cette croyance au pouvoir de certaines personnes pour donner du malheur, que ce soit aux biens, aux bêtes, aux personnes, etc. On sait qu'on est à une époque où il y a énormément de catastrophes atmosphériques, de problèmes d'épidémie, toutes ces choses-là qui ne sont pas expliquées et qui ne sont pas explicables à l'époque. Donc si ce n'est pas expliqué, on se retourne vers l'explication la plus simple, je dirais, c'est du surnaturel. En ce début de XVIIe siècle, la chasse aux sorcières est devenue une véritable obsession un peu partout en Europe. Pour comprendre cet emballement mortifère, il faut se rendre en Suisse, dans les Alpes, là où la répression a démarré 2 siècles plus tôt. Dans les archives du canton de Vaud sont conservés les tout premiers cas, qui remontent au XVe siècle. Dans les minutes du procès d'un certain François Marguet, la chercheuse Martine Ostorero a retrouvé les accusations qui ont entraîné son arrestation. Stephanus Fauconnet des Sunion, testis et juratus, quod ipse Franciscus Marguet erat hereticus, quod certi pueri videlicet pastores viderunt cadere a nobibus cum grella. On a les dépositions de 15 témoins, tous des hommes de la paroisse de Dommartin, des notables, le châtelain, des hommes d'église, mais également des membres de sa propre famille, notamment son neveu. Et tous rapportent justement avoir entendu dire que François Marguet était un sorcier. On rapporte plus loin des rumeurs selon lesquelles François Marguet serait responsable de la mort de Vache. Il aurait aussi tué la fille de son neveu. La croyance populaire en des forces surnaturelles pour guérir, protéger ou nuire était très répandue au Moyen-Âge. On sent que les personnes qui déposent ont une certaine vision de la sorcellerie. Ce sont les maléfices, faire du mal à autrui. Ils ont été victimes d'événements dramatiques, surnaturels, dont ils n'ont pas d'explication. Et ils ont besoin de trouver un responsable. Les juges qui vont instruire le procès ont, eux, une vision tout à fait différente. Si les maléfices ont une certaine efficacité, c'est parce que ces personnes ont été aidées par le diable. À la fin du Moyen-Âge, l'Europe traverse une crise sans précédent. Les populations sont frappées par la peste noire, la famine et la guerre de 100 ans. Face au mal qui se déchaîne, le pape et certains théoriciens de l'Église condamnent la sorcellerie. Ils considèrent les sorciers comme des serviteurs du diable. Et c'est ainsi que la chasse commence. La sorcellerie, je crois qu'elle est constitutive de toutes les sociétés, que ce soit la sorcellerie, la magie, l'astrologie, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas dans l'Europe occidentale, à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, le sorcier devient non seulement quelqu'un qui fait du mal, qui cause des maléfices, mais surtout quelqu'un qui adore le diable, qui renie la foi chrétienne. Et c'est avec cet imaginaire-là qu'on va convaincre de la nécessité de réprimer des hommes et des femmes pour un crime évidemment totalement imaginaire. En 3 siècles, la chasse aux sorcières fait entre 40 et 60 000 victimes et touche les territoires où les tensions religieuses entre protestants et catholiques font rage. L'historien Robert Muchemblé s'est penché sur le phénomène macabre, aussi appelé la route des bûchers. Ça n'est pas le Moyen-Âge qui a fait la chasse aux sorcières. C'est la période exactement 1560-1620. Protestants et catholiques sont en train d'essayer de se partager l'Europe. Et le Saint-Empire romain germanique est le maillon faible. C'est sur le territoire de l'Allemagne actuelle que se concentrent près de 25 000 victimes, soit plus de la moitié des condamnations en Europe. En somme, c'est une sorte de cité de Dieu catholique ou protestante qui se sent menacée.
et qui fait flamber des bûchers pour empêcher l'hérésie des hérésies, au fond, les autres, de venir conquérir le territoire. Alors qu'au début de la répression, les victimes sont surtout des hommes, rapidement les victimes féminines deviennent majoritaires. Sur quelques 40 000 victimes, on peut considérer qu'à peu près 80% sont des femmes. Il aurait pu y avoir autant d'hommes que de femmes brûlés si un stéréotype n'avait pas été développé par des catholiques, des protestants, un stéréotype de femmes ménopausées, en fin de vie, veuves, isolées, ayant perdu toutes les protections masculines qui pouvaient les défendre. La sorcière, c'est le contraire de la femme sous tutelle. Contrairement au nord de l'Europe, le territoire de la France actuelle est relativement peu touché par la chasse aux sorcières. Les bûchers se concentrent dans les régions frontalières, comme la Flandre, la Lorraine, la Franche-Comté, la Catalogne, le Béarn et bien sûr le Labourd. Le Labourd, avec 80 exécutions en une seule année, 1609, est la plus grosse chasse française, près du quart de ce qui s'est passé en France pendant 3 siècles. Il y a différents niveaux sociaux dans les accusés. Il y a à la fois des femmes qui sont toutes proches de la noblesse, il y a de la bourgeoisie, des paysannes, beaucoup. Il va aussi y avoir, et ça c'est très particulier à chasse aux sorcières au Pays Basque, des jeunes femmes. De l'encre va exprimer une admiration pour la beauté féminine. Il parle à la fois de la belle chevelure des Labouredines et de l'éclat de leurs yeux. Elles sont dans cette belle chevelure tellement à leur avantage que le soleil jetant ses rayons sur leur touffe de cheveux comme dans une nuée, l'éclat en est violent. Mais pour de l'encre, la beauté des femmes est un piège que le démon tend aux hommes. Le diable nous fait rencontrer des femmes qui nous charment tellement, empoisonnent et altèrent les sens, que nous sommes comme des animaux voraces acharnés après des charognes. Pour faire avouer aux femmes leur coupable nature, le juge va se mettre au travail dès son arrivée au Labourd. Jan Makielsen est chercheur. Il enquête sur le déroulement du procès en retournant sur les lieux des faits. À commencer par Bayonne, capitale du Labourd, et première étape du procès itinérant mené par Pierre de l'Ancre. Dans les archives de Bayonne, de nombreux documents intéressants ont survécu et nous aident à comprendre ce qui s'est passé ici en 1609. Cette lettre est particulièrement utile. Elle nous indique le jour exact où Pierre de l'Ancre est arrivé à Bayonne, le 2 juillet 1609. La lettre demande à la ville d'accueillir les deux hommes et de leur fournir un logement. Il y a donc une fête de bienvenue pour les deux juges qui démarrent leur mission de chasse aux sorcières dans le pays de Labourd. Aucun des deux juges ne parle basque. Ils ont donc besoin d'interprètes. Ils sont aussi accompagnés d'un chirurgien et ont besoin du bourreau de Bayonne qui voyage avec eux pour procéder à certaines exécutions.
Quand on additionne tous les chiffres, il y avait probablement une douzaine de personnes qui se présentaient dans ces petits villages pour mener les procès. Et nous pouvons reconstituer le trajet qu'ils ont parcouru. D'abord, ils sont descendus de Bayonne en longeant la côte jusqu'à Hendaye et la frontière espagnole. Puis ils sont revenus. Et plus tard, probablement fin août, début septembre, ils sont allés jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, là où se trouve l'épicentre de la chasse aux sorcières, en suivant la rivière Nivelle jusqu'à Saint-Pé. En 4 mois, le tribunal itinérant siège successivement dans une dizaine de villes et de villages. Un véritable raid sur un territoire confiné entre la mer, la montagne de la Rune et la frontière espagnole. Dans chaque bourgade, la commission arrête, emprisonne, juge et brûle. Pierre de l'Ancre agit avec méthode. Si le roi Henri IV l'a choisi, c'est parce qu'il est un juge intransigeant, convaincu de l'action du diable dans le monde. Pierre de l'Ancre a étudié le droit à Toulouse et aussi en Italie. Il devait forcément s'intéresser à la démonologie avant d'arriver au Pays basque. La démonologie, c'est-à-dire l'étude des relations physiques entre les hommes et les démons. Cette science prend son essor au XVe siècle. C'est en quelque sorte la première science interdisciplinaire. Si vous vous intéressez aux démons, vous devez connaître la théologie. Vous devez connaître le droit, car vous devez savoir comment juger un sorcier. Vous devez connaître la médecine. Cela peut vous aider à déterminer si quelqu'un est mort naturellement ou à cause de la magie. Pierre de l'Ancre a manifestement lu tous les ouvrages théoriques de démonologie. Il cite le Malleus Maleficarum. Le Malleus Maleficarum, ouvrage fondateur de la démonologie. L'un des plus anciens exemplaires est conservé à Strasbourg, à la Bibliothèque nationale universitaire. Maryse Simon a longuement étudié ce livre meurtrier, dont l'objectif est de convaincre les tribunaux laïcs d'aider l'Église à éradiquer la sorcellerie. Notre principale intention dans cet ouvrage est de nous décharger, nous, inquisiteurs de Germanie supérieure, de l'inquisition des sorcières, laissant aux juges le soin de les punir. Nous avons là ce qui a été présenté comme le manuel de la chasse aux sorcières par excellence, le Malleus Maleficarum, ce qui veut dire le marteau qui servait à punir et écraser Maleficarum, les sorcières, celles qui pratiquent les maléfices. En 1484, le pape Innocent VIII, pensant qu'il est ensorcelé, commande une enquête à l'inquisiteur Heinrich Kramer. 2 ans plus tard, le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, est publié à Strasbourg. C'est un énorme succès, un best-seller de l'époque moderne. Et donc, cette édition, qui est donc en grand format, a été suivie très rapidement par un format de poche beaucoup plus pratique à consulter. Et la légende dit que le juge, en fait, prenait son exemplaire du Malleus et pouvait le consulter sous la table pendant les procès pour savoir comment conduire le procès au mieux. Grâce au Malleus Maleficarum, il est possible de mieux comprendre le déroulé des procès. Tout commence par un appel à la dénonciation, lancé à la population. À ceux qui habitent dans les limites de cette ville ou place forte, nous les assignons à nous révéler s'ils ont vu, su ou entendu que telle personne est hérétique, sorcière ou suspecte, spécialement si elle pratique des choses qui peuvent tourner au dommage de la paix publique. L'inquisiteur, il prêche, il va partout pour susciter ce mouvement de délation, de dénonciation. De la brebis galeuse qui fait partie de la communauté, qui rend les enfants malades, qui tarit le lait des vaches. Tous ces maléfices qui sont commis, il faut bien trouver les coupables.
Nourris par les conflits locaux qui sont alors nombreux, les dénonciations anonymes se multiplient et donnent lieu à des arrestations en cascade. Sorcière de la ville, remise entre les mains de Sieur d'Espagne et de l'Angre, commissaire député par le roi. Il dit avoir interrogé entre 60 et 80 célèbres sorcières, ainsi que 500 témoins. Une fois que l'accusé a été identifié et dénoncé, le juge organisera un interrogatoire de l'accusé ayant avec lui le notaire pour bien s'assurer de la légalité de cet interrogatoire. Et il est spécifié, il interrogera comme suit et on inscrira tout dans le détail. Selon la procédure inquisitoire, c'est alors au juge de fournir les preuves de la culpabilité de l'accusé. Dans la procédure inquisitoire et dans le crime de sorcellerie, comme il n'y a pas de réalité de pratique de sorcellerie, il n'y a pas de réalité de preuve de sorcellerie. Et c'est seulement les aveux qui pourront déterminer la culpabilité. Les juges doivent demander aux accusés si elles ont opéré, ensorcelé, parfois contre leur propre volonté. Si les accusés nient, on doit interroger sur les autres maléfices et aller très précisément interroger sur ce qu'elle a fait dans les champs au moment de la tempête. Pourquoi elle a touché un enfant qui ensuite s'est trouvé mal? Pourquoi on l'avait vue dans les champs, dans les tables avec les bêtes et les touchant? Notez que les sorcières en général nient de prime abord. Le juge peut alors décréter que le diable l'empêche de parler et passer à l'étape suivante, la recherche de la marque diabolique. Il s'agit d'un signe que Satan aurait lui-même caché sur le corps de la sorcière en mémoire du pacte qui les unit. Il constitue une preuve de sa culpabilité. Pour rechercher la marque diabolique, on rase intégralement le corps de la sorcière, puisque le démon est censé se cacher dans les poils, y compris dans ce qu'on appelle les parties honteuses, et même dans les endroits les plus secrets que l'on ne nomme pas. Il y a la mention d'un chirurgien qui est employé pour rechercher la marque des sorcières, un endroit du corps des sorcières réputé insensible. Nous avions un chirurgien étranger, mais néanmoins habitant de Bayonne, qui, à force de visiter les 10 sorciers et rechercher les marques, y devint merveilleusement entendu et suffisant. Il utilisait le haut de l'épingle pour les percer jusqu'à l'os. La marque diabolique est un endroit insensible du corps. Ça peut être une marque de naissance, une ancienne cicatrice. On cherche partout sur le corps, même dans les yeux. Ça peut être tout simplement un endroit qui est devenu insensible. Ou le stress, qui fait que les sorcières ne réagissent pas du tout de façon normale à une aiguille plantée dans leur corps. Le sceau du diable s'est imprimé sur le corps de l'affidé du diable, et donc c'est une preuve. Trouver la marque du diable ne suffit pas à obtenir la condamnation à mort. Il faut des aveux, de la bouche même de la sorcière. Et là, on aborde un chapitre qui est par essence douloureux, celui de l'utilisation de la torture légale comme instrument pour faire aboutir la vérité. Puisque le diable les aide à ne pas dire la vérité, les tribunaux sont autorisés à utiliser la torture pour obliger les sorcières à avouer leurs crimes.
Nous sommes dans une salle de torture. Les appareils exposés ici sont ceux qu'on utilisait lors des procès contre les sorcières. On a par exemple les poussettes. Les pouces étaient placés entre ces plaques métalliques. Puis on serrait les poussettes jusqu'à ce que le sang jaillisse entre le lit de l'ongle et l'ongle, ce qui est extrêmement douloureux. Markus Hirte est historien. Il a étudié les processus de torture en vigueur à l'époque de la chasse aux sorcières. Si après cela la sorcière n'avait pas avoué, elle était généralement écartelée. Soit on l'étirait sur un chevalet jusqu'à ce que ses articulations soient extrêmement douloureuses, soit on lui faisait subir le supplice de l'estrapade. On attachait les mains dans le dos et on la hissait au-dessus du sol jusqu'à disloquer les bras. On accrochait ses pierres aux pieds pour que la douleur soit encore plus intense. Si la suspecte avait survécu à tout cela, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas avoué, on soutenait que le diable lui avait donné la force de supporter cette douleur inhumaine. C'était la preuve qu'elle avait pactisé avec le diable et on la condamnait tout de même au bûcher. Apparue au XIIIe siècle, la torture s'impose comme une méthode d'obtention de preuves et donne à la chasse aux sorcières une intensité inédite. Le recours excessif à la torture a joué un rôle important dans l'obtention de tant d'aveux et d'exécutions de sorcières. Pierre de Lancre n'hésite pas à utiliser la torture pour obtenir des aveux, comme il le confesse lui-même dans son livre. De tous ceux qu'on a fait mourir, on en a condamné 3 à la torture, en supplément de preuves. Une par une, les accusés sont broyés par l'effroyable machine à fabriquer des coupables. Torturés physiquement, brisés mentalement, elles finissent par raconter aux juges tout ce qu'ils souhaitent entendre. Et notamment leur participation à une cérémonie collective en hommage au diable, un sujet qui l'intéresse par-dessus tout. Livre 2, quand se fait le sabbat et en quelle forme le diable s'y représente. Du transport des sorcières au sabbat, description du sabbat. Ce sabbat est véritablement ce qui fascine de Lancre et ce sur quoi il va surtout interroger les accusés. Le sabbat, c'est-à-dire une réunion de sorciers et sorcières en présence du diable et de sa cohorte de démons, au cours de laquelle toutes sortes de crimes sont commis. Pierre de Lancre décrit le sabbat comme une sorte de grande fête dont le diable serait le metteur en scène. J'ai vu 100 personnes qui confessaient avoir été portées au sabbat, soit par le démon, soit par des femmes qui les enlevaient comme des fusées ou comme des éclairs. Marie d'Espilquet, habitante d'Andaï, âgée de 19 ans, dit qu'elle fréquente les sabbats depuis l'âge de 7 ans et qu'elle y fut conduite la première fois par Catherine de Moller, qui a depuis été exécutée. Jeannette de Belloc, dite Atsoua, âgée de 24 ans, dit que le sabbat est comme une foire, durant laquelle beaucoup de personnes se promènent sous leur apparence naturelle. Et d'autres sont transformées en chiens, en chats, en pourceaux, en ânes, chevaux et autres animaux. Jeannette d'Abadie de Cibourg, 16 ans, affirme que la première fois qu'elle se rend au sabbat, elle a vu le diable en forme d'homme noir et hideux avec des cornes sur la tête et une grande queue.
Cataline de Bardos, âgée de 60 ans, dit que la première fois que les jeunes filles vont au sabbat, le diable les fait renoncer à Dieu et les marque dans l'œil gauche d'une patte de crapaud. Au sabbat, on a toute une série de rituels, des messes sacrilèges, et l'hommage au Dieu va être remplacé par un hommage au diable. On va aussi avoir des festins cannibales, on va sacrifier des enfants. Donc, c'est le lieu de la perversité par excellence. À table, les sorcières s'asseyent chacune à côté de leur démon. Et quand ils ont fini de manger, chaque démon prend sa disciple par la main et danse avec elle, en se tournant le dos, car le diable, qui n'aime que le désordre, veut que toute chose se fasse à rebours. Les sorcières s'accouplent avec Satan. Les filles lui consacrent leur virginité. La femme se joue en présence de son mari sans soupçon ni jalousie. Le père dépucelle la fille sans vergogne. La mère arrache le pucelage du fils sans crainte. Le frère de la sœur. Le coq sonne la retraite des sorciers et fait qu'à un instant, tout disparaît. Pour convier le lecteur à ce spectacle transgressif, le juge commande une gravure. Insérée au cœur de l'ouvrage, elle met en image les témoignages recueillis de la bouche même des sorcières. C'est une gravure qui est supposée illustrer tous les aspects du sabbat. C'est comme une bande dessinée, en quelque sorte, où on aura des scénettes qui vont, à chaque fois, illustrer les musiciens, la danse à l'envers, le fameux chaudron des sorcières, où elles vont plonger des animaux immondes comme les crapauds. Le petit enfant qu'une sorcière et un diable viennent offrir aux démons. On va avoir aussi le fameux bouc, le diable sous forme de bouc avec 5 cornes, dont une corne centrale lumineuse. Cette vision est un succès. Je dirais même que c'est sans doute la vision du sabbat qui a le plus influencé notre imaginaire collectif. En publiant la plus détaillée des enquêtes sur le sabbat jamais réalisées, Pierre de Lancre se présente comme le meilleur spécialiste de la question et complète un chapitre fondamental de l'histoire de la démonologie. Mais pourquoi le sabbat fascine-t-il autant les démonologues? Il faut remonter aux origines de ce mythe étrange, inventé au XVe siècle dans les Alpes, au moment où démarre la répression de la sorcellerie. Ici, on a les premiers procès de sorcellerie, le plus ancien qui date de 1438. Le terme de sabbat n'apparaît pas encore dans ces procès-là. On emploie celui de synagogue. À l'origine, pour désigner la cérémonie diabolique, les juges utilisent le lieu de culte des Juifs, la synagogue. L'endroit symbolise toutes les perversions dans l'imaginaire des chrétiens de l'époque. Le sabbat concentre les choses les plus abominables pour la société chrétienne, tuer des enfants, mais surtout le fait de les manger, cracher sur le crucifix, le fouler aux pieds, le piétiner, traiter la Vierge Marie de putain, des actes sexuels contre nature, entre femmes, entre hommes, sans égard pour les rapports de parenté. C'est la croyance en une forme de secte. Une secte dangereuse qui viendrait renverser aussi la chrétienté. Là, on a tous les noms des complices qui étaient à la secte. Complices, complices, complices. Dans l'imaginaire des juges, c'est vraiment un complot satanique pour détruire toute la société chrétienne. Il faut attendre les années 1460 pour que le mot sabbat apparaisse et prenne une dimension résolument politique. Le sabbat s'est développé au moment des grandes chasses aux sorcières. Les théoriciens du sabbat et de la sorcellerie ont défini la sorcellerie comme étant le contre-pouvoir par excellence. C'est le diable
qui essaie de remplacer Dieu. C'est pour ça qu'il est sur un trône au sabbat. Si on renverse Dieu, on renverse les rois absolus de l'époque. Donc, tous les sabbats sont considérés par de nombreux petits souverains comme étant contre leur propre pouvoir. Parmi toutes les transgressions commises au sabbat, il en est une qui obsède le juge. La copulation avec le diable. Il lui consacre un chapitre entier de son livre. 5. De l'accouplement de Satan avec les sorciers et sorcières. Ce qui intéresse Pierre de l'Ancre, surtout dans les aveux, ça ne lui est pas propre, mais il le développe particulièrement, c'est ce qu'il en est du plaisir des sorcières. Elle témoignait un merveilleux plaisir à raconter ces accouplements, nommant toutes choses par leur nom plus librement et plus effrontément que nous ne lui osions demander. Il y a une sorte de relation perverse qui s'institue entre le juge et son accusé, une sorte de contamination réciproque des discours, qui fait que l'accusé va finir par intégrer en quelque sorte la demande du juge et en rajouter sur cette demande. Comme par hasard, et dans tous les procès c'est comme ça, on n'interroge jamais les hommes sur ce qu'ils ont ressenti au moment de la copulation diabolique, mais toujours les femmes. Cette question sur le plaisir féminin, ça devient obsessionnel quasiment chez de l'Ancre. Il revient à de multiples reprises. On a des descriptions tout à fait différentes. Le diable a un sexe qui peut être en écaille, en métal, et surtout la copulation diabolique fait très mal. Marie d'Aspilquet dit qu'au sabbat, on fait l'amour en toute liberté, devant tout le monde. Marguerite, fille de Sarre, dépose que le diable a toujours un sexe de mulet, ayant choisi en imitation celui de cet animal comme le mieux pourvu. Jeannette d'Abadie de Cibourg dit qu'elle a fort souvent pratiqué l'accouplement avec le diable durant le sabbat. Ces accouplements ne produisent aucun plaisir et ne rendent aucune fille enceinte. Elles vont en rajouter sur tout ce qu'il demande, tout ce qui l'intéresse le plus, c'est-à-dire effectivement ce plaisir féminin qui lui pose tant de questions. En écrivant sur la sexualité des sorcières, Pierre de l'Ancre poursuit les obsessions des démonologues qui l'ont précédé. Et là, on a un exemple très intéressant de la conception justement de cette sexualité exubérante de la part des sorcières. Et là, il y a une affaire qui est relatée, comme quoi les sorcières arrivent à priver les hommes de leurs membres virils. Les hommes d'église, comme tous les autres hommes de cette société, ont certaines craintes vis-à-vis des femmes. Et l'idée même que le sexe féminin est un monstre qui peut les dévorer. Et il y a cette crainte et cette volonté de toujours encadrer, de superviser, de contrôler les femmes. Et parmi les femmes, il y a une catégorie qui est particulièrement la cible dans le Malleus Maleficarum, ce sont les sages-femmes. Personne ne nuit davantage à la foi catholique que les sages-femmes. En effet, quand elles ne tuent pas l'enfant, alors, obéissant à un autre dessein, elles le portent en dehors de la chambre, elles l'élèvent en l'air et l'offrent aux démons. Les sages-femmes sont réputées pour aussi connaître les plantes, éventuellement avorter. Et ça, bien sûr, ce qui est totalement interdit, puisque la procréation est quelque chose d'exigé pour les femmes. Selon l'autrice Mona Chollet, la procréation serait au cœur du combat des démonologues contre les sorcières. J'aime beaucoup la formule qui dit que la sorcière est l'anti-mère. Effectivement, c'est une figure très menaçante pour les enfants. Les femmes accusées de sorcellerie étaient souvent soupçonnées d'avoir empoisonné un enfant, d'avoir causé un accident. Et puis, il y a l'idée du sabbat comme une fête stérile.
Le sabbat est une orgie sexuelle sous la conduite du diable, mais sa particularité, c'est que les femmes n'en reviennent jamais enceintes. Et on peut imaginer que se jouait une sorte de bras de fer entre le peuple qui aurait bien voulu limiter le nombre d'enfants et le pouvoir qui, probablement à ce moment-là, devient un peu plus crispé sur la question de la natalité. Il y avait eu la grande peste au milieu du XIVe siècle qui avait décimé un tiers de la population européenne. C'est un moment aussi où on se met à contrôler beaucoup plus la grossesse des femmes. Il y a un entre-soi féminin autour de ces questions de la grossesse et de l'accouchement qui tout d'un coup est perçu comme devant être cassé. Il faut une intrusion d'un pouvoir masculin dans cette sphère-là, en fait. Par la suite, la grossesse et l'accouchement vont être récupérés par la médecine masculine. C'est comme si, en se débarrassant des femmes, on se débarrassait du vieux monde et on allait vers une sorte de progrès, et où du coup les femmes sont chargées d'incarner l'irrationalité d'une certaine manière. Ce qui est complètement faux, parce que, par exemple, les guérisseuses qu'on a brûlées en grand nombre à l'époque, elles avaient des connaissances tout à fait réelles sur le corps humain, sur les manières de soigner, elles connaissaient les plantes. Penser que des hommes qui étaient capables de raconter des fables complètement délirantes sur le fait que des femmes volaient sur des balais et copulaient avec le diable, que ces hommes-là étaient censés incarner la raison et le progrès, c'est très étrange. Toutes les femmes qui finissent par avouer leur participation au sabbat sont condamnées à mort. Et dans les semaines qui suivent l'arrivée du juge, les bûchers enflamment le littoral basque. Être brûlé par le feu, c'est le châtiment qui est préconisé pour les sorcières, puisque d'une part, elles doivent expier leurs péchés. C'est pas simplement pour les faire souffrir cruellement et atrocement. Pour ça, il y a aussi la roue, qui est peut-être encore pire. Mais brûler, c'est pour en fait annihiler complètement le corps de la sorcière. C'est bien dit que ça doit être réduit en cendres pour disparaître de la surface de la terre. Je serai toujours d'avis que sur le moindre fondement, on les fasse mourir. Il y a cette volonté de rendre publique l'exécution. Ça doit marquer les esprits pour que les personnes qui assistent au bûcher soient tellement effrayées qu'elles résistent pour elles-mêmes ne pas tomber dans la sorcellerie. À la fin du mois de septembre, Pierre de l'Ancre quitte la côte basque pour pénétrer dans les terres et rejoindre le village de Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est là qu'il va s'approcher au plus près du sabbat. Logé dans une auberge, il raconte qu'une nuit, la cérémonie diabolique se tient à la porte de sa chambre. La nuit du 24 septembre 1609, le diable, entrant dans notre hôtel à Saint-Pé, monta jusqu'à ma chambre et s'arrêta sur la porte après l'avoir ouverte à sa troupe. Ils y demeurèrent de 11h jusqu'à 1h30 après minuit, avec ce mauvais dessein de m'empoisonner. Jan Makielsen se rend à Saint-Pé-sur-Nivelle. L'historien a retrouvé l'auberge où était hébergé le juge, en plein cœur du village. C'est intéressant quand même de chercher, si vous voulez, au niveau de ce qui a pu se passer, puisque ça nous concerne au niveau de Saint-Pé.
La nuit de 24 septembre, c'est le jour que Delangre a expérimenté le sabbat. Et on lui a dit qu'il y avait une messe sans qu'il lui-même l'ait vue, parce qu'il n'avait pas dû prendre la drogue qu'il fallait pour voyager dans le rêve. Quoi. Oui, c'est voilà. Très intéressant, le sabbat. C'est ça. Oui. S'il voulait absolument que les gens soient dans le sabbat. Je pense que c'était dans sa culture de démonologie qu'on veut que ce qui est dit par ailleurs conforte ce qu'on croit être, ce qu'on dit être la vérité. Oui, oui. Je pense qu'il est venu avec cet a priori-là. C'est le seul à témoigner. Il faut se conforter avec ce qu'il a. Mais il demeure une question importante. Comment le juge a-t-il obtenu autant d'informations sur le sabbat? S'agit-il seulement des aveux des accusés? Pierre Delangre, dans son livre, évoque beaucoup les entretiens avec les témoins. Il raconte avoir rencontré 500 témoins, mais il les appelle témoins et non sorcières. Quand vous lisez le texte attentivement, il apparaît clairement que les témoins sont des enfants. Il appelle les enfants qui vont au sabbat ses espions de confiance. Ils se rendent la nuit au sabbat des sorcières. Et ils lui font leur rapport. Ainsi, Pierre Delangre se réveille tous les matins avec des nouvelles fraîches du sabbat des sorcières. La question qui se pose, c'est où ces enfants vont-ils chercher toutes ces histoires? Quand Pierre Delangre arrive à Saint-Pé, des groupes de témoins dorment tous dans la même pièce, enfermés à clé. Et c'est sans doute pendant la nuit qu'ils élaborent leurs histoires. Parce que si vous avez peur du diable, vous en ferez aussi des cauchemars. Pierre Delangre demande aux enfants témoins de dénoncer les adultes qui les ont amenés contre leur gré au sabbat. Si un enfant de 2 ans a l'esprit et le jugement de reconnaître sa nourrice, à plus forte raison, un enfant de 6, de 7 ou de 8 ans reconnaîtra une mauvaise et endiablée nourrice qu'il a présentée au maître du sabbat. Il sait probablement que c'est très controversé, parce que l'âge légal est celui de la puberté. Est-ce que le témoignage d'un enfant avant la puberté est valable? En prenant en compte les témoignages d'enfants, plus faciles à manipuler, Pierre Delangre enfreint la loi. Cette méthode illicite lui permet de multiplier les bûchers. L'épidémie de sorcellerie flambe. Et nombreux sont les labourdins qui abandonnent leur maison pour échapper à la commission. Quand on commence à chasser les sorcières du côté français, les gens craignent d'être arrêtés. Ils s'enfuient en traversant la frontière. Beaucoup fuient par terre ou par mer. À chaque heure qui passe, grandit leur nombre à la frontière espagnole. Mais ils sont pris au piège entre la justice française et l'Inquisition espagnole. Car au même moment, des inquisiteurs sont en mission en Navarre pour traquer les sorcières. Les inquisiteurs, venus sur la frontière, nous écrivirent que nous pouvions leur envoyer le nom et l'âge des sorciers fugitifs, afin qu'ils puissent nous les renvoyer, ce qu'ils feraient de bon cœur. Nous leur répondîmes de les garder soigneusement et de les empêcher de revenir. Pendant 4 mois, les inquisiteurs espagnols interrogent la population. Eux aussi collectent plus de 300 témoignages d'enfants qui racontent avoir été emmenés au sabbat. Certains de leurs récits ont été retrouvés aux archives royales de Pampelune, capitale de la Navarre.
Récemment, ils ont été mis à disposition des chercheurs. Spécialiste des affaires de sorcellerie impliquant des enfants, la chercheuse américaine Louane Omza a analysé ces dépositions, toutes plus étranges les unes que les autres. Être capable d'entendre les voix des enfants du XVIe et du XVIIe siècle est presque impossible. Tous les enfants témoins dans ces procès sont analphabètes et parlent tous le basque. Alors, lire leurs témoignages, ressentir leur peur, comprendre leur réalité familiale est tout simplement un grand honneur. C'est juste une découverte incroyable. Dans le village de Tolosa, le 13 décembre 1609, un garçon a comparu de son propre chef et, malgré son jeune âge, il a promis de dire la vérité et d'observer le secret. Âgé de 11 ans, il vient avouer qu'il est sorcier depuis sa naissance. Je me souviens que 3 nuits par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, la veuve Margareta de Vesconcio venait me chercher. Elle me faisait passer par la fenêtre pour m'emmener dans un champ. Dans ce champ, le diable était là sous la forme d'un bouc, avec un visage d'homme, mais un visage terrifiant et horrible. Margareta m'a donné un petit bâton. Puis elle m'a dit de ne pas prononcer le nom de Jésus. Elle m'a demandé de surveiller les crapauds habillés qui portaient des clochettes. Les crapauds se sont plaints et les vieilles sorcières m'ont mise au lit pour me punir. Ceci est la déclaration d'ouverture d'un entretien entre des inquisiteurs espagnols et un garçon de 11 ans de la ville de Tolosa. Les personnes ne sont censées témoigner au tribunal qu'à partir de 12 ans pour les femmes et de 14 ans pour les hommes, car c'est l'âge de la maturité pour l'Église catholique. Ici, curieusement, des enfants de 6 ans seulement témoignent. Et le plus curieux, c'est que les inquisiteurs prennent également les déclarations des enfants très au sérieux en tant que preuve. Et donc, la vague d'accusations lancée par les enfants fait croire aux inquisiteurs qu'il y a jusqu'à 1500 adultes et peut-être 5000 enfants convertis au service du diable. La prise en compte des témoignages d'enfants accélère de façon exponentielle l'épidémie de sorcellerie. Bien sûr, il y a des chasses aux sorcières déclenchées par des enfants dans d'autres pays. Une en Suède, à la fin des années 1660, où de très nombreux enfants racontent des histoires similaires, à savoir qu'on les a emmenés vénérer le diable. L'autre, bien sûr, à Salem, dans le Massachusetts, où de très nombreux adolescents et jeunes filles racontent que leurs voisins apparaissent sous forme de spectres et les torturent physiquement. Alors qu'en Espagne ou en France, les enfants sont instrumentalisés pour dénoncer les adultes, dans le nord de l'Europe, les enfants des sorcières sont bien souvent brûlés. Vous êtes fils de sorcier, fille de sorcière, qui a été exécutée. Vous allez immédiatement vous retrouver devant la justice, puisque on croit à l'hérédité de la sorcellerie. Et puisque vous êtes enfant de sorcier, vous allez être exécuté aux Pays-Bas jusqu'en 1620. L'archiduc Albert fait massacrer des enfants de 7 ans. Je ne sais pas combien d'enfants ont pu être brûlés. Il y en a certainement beaucoup. Depuis son arrivée au Labour, le juge Pierre de Lancre a arrêté, torturé et brûlé des dizaines d'accusés, dont des adolescentes. Pour démontrer l'existence du sabbat et se présenter comme le meilleur expert de la question, il a interrogé des centaines d'enfants, en dehors de tout cadre légal. Mais ces témoignages ne lui suffisent pas. Pour apporter une preuve supplémentaire à son récit, il oblige les enfants et les femmes à participer à une reconstitution publique de la cérémonie macabre.
Nous fîmes danser les enfants et les filles de la même façon qu'elles dansaient au sabbat, pour les dissuader de ces souillures et leur faire reconnaître combien le mouvement le plus modeste est sale, laid et peu convenable à une honnête fille. Les jeunes filles du labour sont forcées de se plier aux demandes du juge et de jouer son jeu. Mais sur quoi basent-elles leurs faux témoignages et leurs aveux? L'historienne Nicole Jacques Lefebvre a retrouvé certains éléments de la vie des accusés dissimulés dans le livre du juge. On arrive quand même à percevoir quelque chose de ces femmes et de leur vie. C'est-à-dire que quand on leur pose des questions sur quelque chose qui est purement imaginaire, elles vont remplir en quelque sorte les vides par des souvenirs de leur vie quotidienne, que ce soit des souvenirs intimes ou des souvenirs festifs surtout. Certaines chansons chantées au sabbat datent d'un conflit avec le roi d'Espagne. C'est du roi d'Espagne dont on parle, c'est pas du diable. On a aussi, alors là c'est le plus significatif, les fameux feux. Les sorcières sont supposées sauter par-dessus le feu au sabbat. Au labour, effectivement, il y a une tradition particulière de feu, non seulement à la Saint-Jean, mais dans d'autres fêtes. Donc, ce que racontent les sorcières, c'est une Saint-Jean. Ce que racontent les sorcières, c'est un carnaval. Elles disent qu'elles ne vont au sabbat que pour danser, comme ils font perpétuellement dans ce pays de labour, allant dans ces lieux comme en une fête de paroisse. Aujourd'hui encore, la danse est largement ancrée dans la culture basque. Et depuis toujours, les femmes y tiennent une place importante. C'est vrai qu'on est un peuple qui danse. À chaque occasion, on va danser, on va chanter, on va jouer de la musique. C'est vraiment quelque chose qui nous rassemble, qui fait partie de nous et que l'on fait naturellement. Iintza Irungaray est danseuse et chorégraphe. Elle s'est intéressée aux danses que décrit Pierre Delancre dans son livre. Le juge parle de plusieurs danses dans ses écrits qui existent encore aujourd'hui. Il parle notamment des sceaux, donc ça c'est vrai que les sceaux basques ils sont très présents et très vivants chez nous. Pour ce qui est des danses à l'envers ou des danses-jeux ou carnaval, qui sont des danses qui avaient été créées pour se détendre, pour prendre du bon temps et pour se retrouver après le travail. C'est juste jouer avec le corps, mais ça c'est souvent interdit et mal vu. Sorcières et démons se tapent impudemment cul contre cul, car le diable, qui n'aime que le désordre, veut que toute chose se fasse à l'envers. On jugeait ces femmes pour quelque chose qui n'a rien de jugeable, on va dire. C'était juste des femmes qui vivaient, tout simplement, qui tenaient les rênes de la maison, tenaient les rênes du village. Ça devait être ça qui devait le déranger et voir que les femmes se débrouillaient aussi très bien entre elles et toutes seules. On a toujours été un peuple qui aime faire la fête, tout simplement. Pour les fêtes du village, mais aussi pour tout ce qui est lié au calendrier, donc le carnaval qui est vraiment très très important chez nous, mais aussi le solstice d'hiver et d'été. Une vie quotidienne rythmée par des fêtes païennes, le solstice d'hiver et d'été. Mais surtout le carnaval qui marque l'arrivée du printemps. Aux confins de la Navarre, dans le village de Subieta, le rite de carnaval se perpétue selon une tradition millénaire. Chaque année, à la fin du mois de janvier, d'étranges personnages, appelés les Yoaldunak,
déambulent dans le village avec leurs cloches et leurs balais pour chasser l'hiver et appeler le printemps. Zubieta nous permet d'avoir une certaine idée de ce qu'il pouvait y avoir dans les carnavals il y a très très longtemps. Thierry Truffaut est spécialiste du rite de carnaval au Pays Basque. On est à un moment stratégique du passage de l'année, de l'hiver, où finalement les hommes courent le risque d'y laisser leur peau, puisque si on n'a pas fait assez de réserves, si on attrape des maladies, on ne passera pas l'hiver. Et donc, à ce moment-là, il faut se débrouiller pour, magiquement, persuader l'hiver de partir avec les forces de la nature et appeler les forces du printemps, des bourgeons, des arbres, de la végétation. Et si on ne le fait pas, la communauté est en danger. Et finalement, qu'est-ce qui se joue ici à Zubieta? C'est une forme presque d'enfer, c'est-à-dire de quelque chose où tout est détruit. La fumée, des gestes extrêmement brutaux, une sorte de sauvagerie absolument invivable. L'occupation par les sauvages, c'est des gens masqués qui arrivent de l'extérieur, couverts de branches venant des bois. Imaginez, il y a 400 ou 500 ans, c'était un événement d'une violence rare. Et finalement, quand tout est détruit, quand le village est complètement envahi, qu'il y a le feu, tout est noirci, le seul avenir qui reste, c'est l'espoir du rayon de soleil qui se lève, du solstice. Et c'est ça que jouent les personnages blancs, finalement, et colorés, au milieu du chaos, du noir des autres personnages. Les personnages ont des balais. Le balai, qu'on a donné le balai des sorcières, est caractéristique d'une pratique dans tous les carnavals d'Europe. Comment rentrer dans une nouvelle année si on n'est pas capable de nettoyer devant chez soi ce qui ne va pas? On est bien là dans des rituels de passage de la vieille à la nouvelle année, enfin de l'hiver au printemps. Selon l'anthropologue, il s'agissait à l'époque d'inverser le cycle du temps pour revenir au début de l'année. Quand on arrivait sur l'hiver, il y avait là une sorte de saisissement face à une sorte de gouffre que pourrait être l'hiver s'il continuait. Et donc il faut renverser le temps, retourner au point de départ, repartir au niveau du cycle de départ. C'est pour ça qu'on a des rites d'inversion, les déguisements à l'envers, les gens qui font des culbutes, les rites acrobatiques à l'envers. Quand on a un juge qui est friand de choses un peu violentes, on a matière à raconter. Pierre Delangle a eu la grande chance de passer en labour pour faire le livre qu'il a fait pour décrire le sabbat, qui est devenu le prototype finalement du grand sabbat. Il avait matière à une culture locale largement chargée de mythologie, de légendes, de représentations que les gens vivaient pleinement. Quand il arrive, l'Église peine encore à lutter contre ça. À travers la sorcellerie, c'est tout un monde de traditions populaires qui se trouve soudain stigmatisé, et la diabolisation d'une culture païenne qui se joue. L'intensité des procès de sorcellerie en Pays Basque est quelque part une des preuves de la lutte acharnée de l'Église catholique contre ces pratiques. C'était pas une lutte contre le carnaval en soi. Les fêtes paysannes, il fallait les remplacer par des fêtes religieuses sous contrôle de l'Église. Dans ce combat de l'Église contre les rites païens, les femmes basques se retrouvent en première ligne. Les femmes étaient les égales des hommes. Et on peut penser que dans un certain nombre de traditions, elles avaient leur place. Par exemple, en Labour, mais aussi en Pays Basque, la femme est héritière au même titre que l'homme. Donc tout ça, ça ne plaît pas à l'Église. Il y a toute une description dans l'encre sur la liberté
de coiffure des femmes. La liberté de se coiffer avec des coiffes extrêmement démonstratives, y compris, quand elles étaient veuves, un énorme sexe en forme de chapeau. Hein. C'est qu'il y a un pied de nez à la recherche du mari. Et du coup, on va utiliser l'aspect sorcellerie pour assouvir un fantasme premier qui est de rendre la femme inférieure à l'homme. Hein. Pour aller au bout de sa logique sectaire, Pierre de l'Ancre va utiliser les femmes pour accuser l'Église et les prêtres de sorcellerie dans les derniers chapitres de son livre. Des prêtres sorciers, et combien de choses singulières et belles circonstances se sont passées en leur procédure. D'abord, dans les églises, ils sont entourés de femmes, les fameuses bénédictes. Il y a en toutes les églises du pays une femme qu'ils appellent la bénédicte. Je trouve qu'elle s'approche trop près des prêtres libertins. Le soir, lorsque l'esprit ténébreux commence à tirer les rideaux pour faire s'évanouir la clarté, c'est à la bénédicte et aux prêtres de tuer le luminaire et de demeurer les derniers dans l'église. Si bien que le chant demeure à eux seuls pour faire 1000 abominations indignes du lieu. Qu'il va s'attaquer aux prêtres. En arrêter une dizaine et en faire exécuter 3. Mais cette fois, le juge transgresse une règle importante, celle des juridictions et de leurs compétences. Normalement, les prêtres devraient être jugés par l'évêque et non pas par le juge civil. Mais là, de l'Ancre, il pense que la juridiction ecclésiastique est beaucoup trop laxiste. Il s'agit pour lui de montrer que la justice du roi est supérieure à la justice de l'Église. En faisant cela, Pierre de l'Ancre provoque la colère de l'évêque de Bayonne. Bertrand des Chaux, qui au début avait prêté la main à la chasse aux sorcières, va finalement se rendre compte de ce qui se passe et va essayer de sauver ses prêtres. Puis il va faire des recours, puis finalement, c'est de l'Ancre qu'il dit, mais c'est sans doute vrai, il va faire échapper les prêtres des prisons. L'évêque n'est pas le seul à s'opposer au juge, car les accusations de sorcellerie touchent désormais les notables de Bayonne, comme en témoigne un document inédit que l'historien Jan Makkelsen a retrouvé aux archives de la ville. Ce document est l'un des plus importants qui ait survécu dans les archives. Il s'agit d'un extrait de la procédure faite contre Jeanne Mondens, accusée du crime de sorcellerie. Il date du 26 octobre 1609, donc lors des derniers jours du procès. Pierre de l'Ancre et Jean d'Espagné interrogent la fille de Jeanne. Elle explique qu'elle a eu une conversation avec sa mère en prison et que celle-ci mentionne une longue liste d'autres femmes qui étaient également des sorcières. Et il se trouve que ces femmes sont les mères et parentes des conseillers et de l'adjoint au maire de la ville de Bayonne. Les membres de l'élite commencent à être accusés. C'est à ce moment-là qu'ils interviennent et qu'ils essaient de mettre fin à cette chasse aux sorcières. À la fin du mois d'octobre, règne à Bayonne un véritable climat de sédition. Les marins sont rentrés de Terre-Neuve pour l'hivernage. Ils découvrent qu'en leur absence, on s'en est pris à leurs femmes et s'interposent lors des exécutions. Après que les marins furent revenus de Terre-Neuve, il y avait un tel désordre et une si grande foule qu'il n'y avait ni ordre ni sûreté en ces exécutions. Ainsi brûlent les derniers bûchers ordonnés par le juge, dans le chaos et la confusion. Le 1er novembre 1609, Pierre de l'Ancre termine sa mission.
Après 4 mois de tribunal itinérant, il quitte le labour 1 mois plus tôt que prévu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, l'Inquisition espagnole poursuit le procès des sorcières de Navarre. Une trentaine de personnes accusées de sorcellerie ont été transférées pour être jugées dans la ville de Logrogne. Les 6, 7 et 8 novembre 1610, une cérémonie spectaculaire est organisée. L'auto-da-fé de Logrogne. 11 accusés de sorcellerie sont alors brûlés en public devant près de 30 000 personnes. Mais 6 mois plus tard, le Conseil suprême de l'Inquisition décide de changer de stratégie dans sa lutte contre la sorcellerie. À Madrid, les archives internes de l'Inquisition permettent de retracer le déroulé des événements. L'historien Beñat Cinso Garmendia a dédié plus de 30 ans à l'étude de ces documents pour tenter de faire la lumière sur ce revirement. Situons-nous un peu au niveau de l'Inquisition. On a le roi pour l'Empire espagnol. Au-dessous de lui, le Premier ministre ou favori. Et le troisième personnage, c'est l'inquisiteur général d'Espagne qui gère les 21 tribunaux de tout l'Empire espagnol. L'inquisiteur général et son aéropage, qu'on appelle le Conseil de la Suprême, vont s'affoler devant la quantité de personnes accusées de sorcellerie. Le Conseil suprême décide d'envoyer au Pays basque un jeune inquisiteur, Alonso de Salazar y Frias. Salazar y Frias est un des plus fins juristes de toute l'Espagne. Il n'est pas contre le fait que les sorcières puissent exister. Il a besoin de preuves irréfutables et non pas simplement de propos. L'inquisiteur parcourt la Navarre et recueille de nombreux témoignages. Il part avec 2 traducteurs de manière à pouvoir entendre les personnes accusées de sorcellerie ou qui croient en la sorcellerie dans leur propre langue pour mieux comprendre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Au bout de 8 mois, il livre ses conclusions au Conseil suprême de l'Inquisition dans un rapport de près de 5000 pages. Au total, ce sont 1802 personnes qui ont été examinées, plus de 1380 enfants de 12 à 14 ans et à peu près 450 personnes adultes. Ces 1802 personnes, pour lui, sont totalement innocentes. Ça paraît incroyable, mais l'inquisiteur est persuadé qu'il s'agit d'une erreur de justice. Pendant les 8 mois, il va récupérer 22 poudres et breuvages pour le diable. Il va les faire analyser par des apothicaires, par des médecins. Au bout des 8 mois, il dit « On n'a strictement rien trouvé. Les breuvages qu'on nous a montrés ne sont pas dangereux. Des crapauds, on n'en a pas trouvé. » On peut douter de l'existence des sorcières. Après avoir entendu pendant des semaines Salazar, le Conseil de la Suprême interdit dorénavant à tout inquisiteur de juger et de condamner à mort une personne accusée de sorcellerie. Et ça s'applique à toute l'Espagne. Le 29 août 1614, l'Inquisition espagnole est la première justice européenne à mettre un terme à la répression de la sorcellerie. Entre-temps, de retour dans son château du vignoble bordelais, Pierre de Lancre a achevé l'écriture de son livre sur la chasse aux sorcières basques. Pierre de Lancre publie son livre en 1612. L'année suivante, en 1613, il publie une seconde édition et il paraît évident qu'il en a lui-même financé la publication. Ça lui a donc coûté beaucoup d'argent et ce n'est pas vraiment devenu un best-seller. Les sorcières n'étaient plus à la mode. Et je pense que c'est en partie parce que les gens étaient passés à autre chose. La France, dans les années 1610, était en crise. Le roi avait été assassiné. Le 14 mai 1610, le roi Henri IV, le commanditaire de la chasse, meurt assassiné. Son règne laisse place à une période d'instabilité politique. Dès les années 1620, les poursuites contre les sorcières se raréfient, car la démonologie et ses chimères sont en train de perdre du terrain.
Pourquoi on arrête? On arrête parce que les démonologues ne font plus recette. C'est pas encore le temps de la raison, il n'y a même pas encore Descartes. C'est un changement du système judiciaire et une disparition des fous de Dieu. Au Parlement de Paris, par exemple, dans les années 1620 déjà, on ne pratique plus la torture contre les sorcières et on ne condamne plus à mort. Et on considère que la sorcellerie, ce sont des superstitions pour les ploucs de village. En 1682, en France, l'édit de Colbert interdit définitivement de condamner à mort pour sorcellerie. Un par un, les pays d'Europe mettent fin à la chasse aux sorcières entre les années 1610 et 1780. En Allemagne, lors des vagues de persécution du XVIIe siècle, des voix s'élèvent contre l'usage de la torture. Le Cautio Criminalis a été publié anonymement pour la première fois en 1631 et fut immédiatement épuisé. Son auteur, Friedrich Spee von Langenfeld, soutient avec certitude que c'est la torture qui fabrique les sorcières et les mène au bûcher. Et dans ce livre, il plaide pour le respect de la procédure qui existait et avance que si la loi en vigueur était respectée par tous, il n'y aurait pas de sorcières. À savoir qu'il existe une présomption d'innocence. Il existe un droit de défense, y compris dans les procès pour sorcellerie. Sur le territoire de l'Allemagne actuelle, la plupart des chasses aux sorcières cessent dans les années 1630. Et c'est en Suisse, là où tout a commencé, que la dernière femme d'Europe est condamnée à mort pour sorcellerie, le 13 juin 1782. La Suisse a en fait la palme de la durée la plus longue de la répression de la sorcellerie. Anna Göldi est effectivement la dernière femme exécutée pour sorcellerie dans l'Europe occidentale. C'est un cas assez différent de ce qu'on trouve au début de la répression de la sorcellerie. C'est une servante, une domestique, qui a probablement été abusée par ses employeurs, qui l'accuse à un moment donné d'empoisonner sa fille. C'est un peu un moment charnière. Elle est à la fois l'héritière de l'Ancien Régime, avec voilà, ces procédures inquisitoires menées pour sorcellerie. Et puis en même temps, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que très vite, on a des discours critiques qui vont être émis à l'encontre de cette affaire. Et puis aussi, la littérature va très vite s'emparer du cas d'Anna Göldi. Et comme l'a dit Voltaire, les sorcières ont cessé d'exister quand on a cessé de les brûler. Ainsi se terminent 3 siècles de persécution. Au Pays basque, comme ailleurs en Europe, les populations se remettent difficilement des conséquences de la chasse aux sorcières. Car au-delà des victimes, c'est toute une société qui se retrouve profondément traumatisée. Il faut penser aussi à l'impact que les chasses ont eu sur les femmes qui n'ont jamais été accusées de rien, c'est-à-dire la terreur qu'en fait qu'ont dû inspirer les procès. Ça a dû être absolument terrifiant pour les femmes de l'époque de comprendre que le moindre de leur comportement suspect pouvait leur valoir un sort de ce genre. Si vous alliez beaucoup à l'église, c'était un peu suspect, parce que ça veut dire que vous essayez de vous faire bien voir. Si vous n'y alliez jamais, c'était suspect aussi, parce que vous étiez une mauvaise chrétienne. Forcément, on ne parle pas de la même manière à son voisin si on sait qu'il peut nous dénoncer pour sorcellerie. Selon Mona Chollet, on peine à mesurer aujourd'hui l'impact de la chasse aux sorcières sur notre imaginaire collectif. On est tous imprégnés des images de Walt Disney, des sorcières de la sorcière de Blanche-Neige, qui en fait n'a fait que reprendre cet imaginaire et le remodeler, le refaçonner, lui donner une nouvelle vie. Ça nous donne nos représentations de la bonne et la méchante femme, la bonne étant la jeune fille pure, aux joues roses, et la méchante étant la vieille sorcière diabolique.
et l'aide. Il a fallu du temps pour que ces préjugés soient surmontés et pour qu'il y ait un autre regard qui soit posé sur cette histoire. Depuis quelques années, de l'Écosse à la Suède en passant par la Catalogne, on réhabilite les femmes brûlées pour sorcellerie. Le fait que certains gouvernements aujourd'hui réhabilitent les victimes, je pense que c'est vraiment important. Il y a eu cette initiative du gouvernement norvégien qui a ouvert un musée en hommage aux victimes des chasses aux sorcières. C'est un début de prise de conscience un peu plus large de la portée réelle de cet événement. C'est une manière de l'inscrire dans notre histoire de manière enfin entière et juste, ce qui n'a pas du tout été le cas pendant très longtemps. D'un océan à l'autre, de la Norvège au Pays Basque, la même histoire s'est répétée. Des pêcheurs partis en mer, des femmes restées seules, un juge envoyé par le roi. Il n'existe pas de monument en la mémoire des victimes du juge Pierre de Lancre, ni de livres ou d'archives qui permettent de connaître leur version de l'histoire. Elle s'appelait Joannetta Motarina Lamas. Marie Aristegui. Marie Bonne. Tartacheco Marichal. Chobadine Choubiete. Marie Artiquera de Machinena. Marie Urdinas. Landal de Cocatin. Chanchinena. Katin Chanchak de Chail. Les Chaldeco Cacaline. Marie Indarte. Anchika Aristegui. Abaustena Cocatin. Moulereche Cocatin. Jeanne Mandenche. Marie Marchand. Bardo Seco Jeannette. Inesha Degachen.